Bonjour mesdames, bonjour messieurs, de ce côté Nicolas Lévy, chercheur en études nord-coréennes, affilié à l'Institut des cultures méditerranéennes et orientales de l'Académie des sciences de Pologne. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet tout particulier qui concerne les sanctions qui ont été infligées à la Corée du Nord depuis plus d'une dizaine d'années. Et je voudrais évoquer l'efficacité de ces sanctions mises à l'écart du régime de Kim Jong-un. Les sanctions qui sont mises à l'égard de la Corée du Nord sont censées apporter une réponse à la menace géostratégique, à la menace militaire qu'est la Corée du Nord lorsque la gouvernance de cet État décide d'organiser des essais militaires, des essais de missiles balistiques, d'armes nucléaires qui, dans une certaine mesure, plus ou moins importante, bouleverse un équilibre fragile géopolitique en Asie du Nord-Est. Lorsque l'État nord-coréen décide d'organiser de tels essais nucléaires ou balistiques, peu de temps après, nous observons en général une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU qui, jusqu'à peu, était dans la capacité d'infliger des sanctions qui, en théorie, devaient pouvoir nuire au fonctionnement de l'État nord-coréen, ainsi qu'à l'organisation d'essais militaires qui également peuvent atteindre à l'équilibre fragile qui subsiste en Asie du Nord-Est. Les sanctions qui ont été mises à l'égard de la Corée du Nord, et tout particulièrement depuis 2006, sont des sanctions qui sont destinées à déstabiliser l'économie nord-coréenne, que ce soit de manière interne ou que ce soit dans le cadre de ses relations avec ses partenaires étrangers. En général, ces sanctions sont relatives aux produits qui sont exportés par la Corée du Nord. Un certain nombre de minerais, un certain nombre de produits qui étaient jusqu'alors fabriqués par des entités nord-coréennes, qui étaient exportés par les plus grandes sociétés commerciales nord-coréennes, ont cessé de pouvoir être vendus à des entités étrangères ou à des pays étrangers. Que ce soit des armes nucléaires, que ce soit des armes plus conventionnelles, que ce soit des matières premières, certains produits alimentaires, mais également un certain nombre d'autres produits, comme par exemple une main-d'œuvre nord-coréenne qui, par le biais d'accords bilatéraux entre la Corée du Nord et certains États, pouvait travailler sur le territoire des États dont j'ai évoqué, que j'ai mentionné auparavant. L'efficacité de ces sanctions pourrait être mesurable si nous avions remarqué que l'État nord-coréen aurait cessé de fonctionner. Néanmoins, en la date d'aujourd'hui, nous sommes le 28 février 2025, nous pouvons remarquer que l'État nord-coréen continue de fonctionner, se porte bien, et selon moi, est également dans une meilleure situation économique et politique qu'elle ne le fut au cours des 10 dernières années, tout particulièrement grâce à un appui décisif, grâce au soutien indéfectible de la Chine ainsi que de la Fédération russe. J'ajouterai à cela que la Russie et la Chine mettent
emploient de plus en plus souvent leur capacité à émettre un veto lorsque le Conseil de sécurité cherche à sanctionner l'État nord-coréen. Il n'en demeure pas moins que, dans une certaine mesure, un certain nombre de sanctions ont été mises à l'égard de la Corée du Nord. Cependant, comme un bon nombre d'observateurs étrangers ont pu le remarquer, l'efficacité de ces sanctions n'est que très limitée. De quelle méthode dispose l'État nord-coréen afin de pouvoir outrepasser les sanctions mises en pratique par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies? Eh bien, tout d'abord, je dirais que l'élément crucial qui permet à la Corée du Nord d'outrepasser ces sanctions repose sur le soutien plus ou moins indéfectible de la Chine ainsi que de la Russie envers le régime de Pyongyang. En effet, bien qu'un certain nombre de produits nord-coréens ne puissent être exportés à l'étranger, grâce à l'observation d'images satellitaires, grâce à l'observation du transport de matières premières, du transport aérien, maritime, en provenance de Corée du Nord, eh bien, nous pouvons remarquer que malgré ces sanctions, et étant en 2025, un certain nombre de bateaux de transport, un certain nombre de cargos quittent régulièrement la Corée du Nord et se rendent dans des États tiers, tout en survolant, bien entendu, soit la Fédération russe, soit la Chine. Si un armement nord-coréen se retrouve être disponible, notamment en Asie du Sud-Est, en Afrique ou dans certains pays d'Amérique centrale, nous pouvons aisément comprendre que ces marchandises, pour atteindre les localisations géographiques que j'ai mentionnées auparavant, eh bien tout cela a dû passer par le territoire, au-dessus du moins, soit du territoire russe, soit du territoire chinois, qui ont bien entendu donné leur aval quant au transport de telles marchandises. Point numéro 2, c'est bien entendu l'absence de contrôle quant à l'efficacité et quant au respect de ces sanctions. Comme je l'ai mentionné auparavant, la Russie et la Chine ont un accord tacite avec la Corée du Nord qui se donne pour but d'outrepasser pour l'État nord-coréen les sanctions qui lui sont infligées. Bien que nous soyons en mesure de remarquer que ces sanctions ne sont pas totalement respectées par le régime de Pyongyang, hélas, nous ne sommes pas en état de sanctionner les entités soit russes, soit chinoises. À vrai dire, cela peut être également des entités en provenance d'autres pays, car la législation que nous pensons mettre en pratique ne peut pas, du moins, punir ou faire encourir une peine aux entités intermédiaires sur le territoire des pays que nous avons évoqués. Prenons un autre cas. Certaines ambassades nord-coréennes ont tendance à louer certaines parties communes qui leur appartiennent, qui leur sont attribuées plutôt, à des entreprises. Selon la Convention de Vienne de 1975, cette pratique est totalement interdite. Très souvent, les États en question, que ce soit en Pologne, en Roumanie, en Bulgarie, envoient des missives aux ambassades nord-coréennes considérées. Ces ambassades en question ne réagissent pas et continuent d'exercer leur activité. Qui sanctionnait alors? Selon moi, bien sûr, ce n'est pas l'ambassade coréenne en question ainsi que ses diplomates qui ne font que
remplir aux demandes de Pyongyang, qui ne font qu'exécuter les ordres envoyés de la capitale nord-coréenne, mais il faudrait plutôt sanctionner les entités qui justement peuvent louer certains emplacements qui, à la base, sont attribués aux ambassades nord-coréennes. Même si dans ce cas, ces entités seraient sanctionnées, hélas, il se poserait un autre problème, car la Corée du Nord pourrait, en termes de répercussions, interdire aux États en question, à ces États d'Europe centrale, d'avoir une ambassade sur le territoire nord-coréen. On peut donc en conclure que la mesure de l'efficacité de ces sanctions, ainsi que son application, reste un sujet hautement difficile, que ce soit pour l'Organisation des Nations Unies ou que ce soit pour les États en considération. À cela, j'ajouterais que les diplomates nord-coréens disposent d'un certain nombre de connaissances juridiques qui leur permettent d'outrepasser parfois des sanctions bilatérales entre des États et la Corée du Nord. Et ces diplomates nord-coréens, connaissant les systèmes juridiques, et notamment les failles de ces systèmes juridiques, savent trouver un moyen pour outrepasser à ces sanctions. Prenons le cas de certains travailleurs nord-coréens qui travaillaient dans de nombreux États africains, dans une moindre mesure en Amérique du Sud, mais également en Europe, que ce soit en Europe centrale ou à Malte, et même en Allemagne. Eh bien, après la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU datant de 2016, où l'emploi de travailleurs nord-coréens détachés est devenu impossible et où ces travailleurs nord-coréens devaient être rapatriés en Corée du Nord, eh bien, figurez-vous qu'un certain nombre de ces travailleurs n'ont fait en réalité que déménager et se sont retrouvés dans d'autres États, des États à l'attitude plus amicale envers la Corée du Nord, où ceux-ci ont pu continuer à travailler, à percevoir des revenus dont la majorité du montant était en réalité transmise au régime de Pyongyang. En conclusion, nous pouvons donc indiquer que la mise en exécution de sanctions envers la Corée du Nord est un processus nettement plus difficile que ce que nous pouvons croire. Il s'agit également d'un processus qui nécessite une coopération infaillible entre les États qui les mettent en application. Il s'agit d'un processus qui également nécessite une bonne communication, un manque d'asymétrie informationnelle entre les entités qui sont responsables de la mise en place, du contrôle et de l'audit des sanctions mises à l'égard de la gouvernance nord-coréenne. Si vous désirez en savoir plus, je vous invite à lire l'ouvrage que j'ai coécrit avec l'ancien diplomate nord-coréen Han Shin-myung, intitulé « J'étais diplomate nord-coréen », où nous évoquons la manière avec laquelle l'État nord-coréen a utilisé le Vietnam pour outrepasser certaines des sanctions mises à l'égard de la Corée du Nord au début des années 2010. D'ici là, à bientôt. Au revoir.